Bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 novembre et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de l'AS Monaco et de Paul Pogba. Il y a un sujet qui me fait plaisir, Pogba, il y a un sujet qui me fait moins plaisir, l'AS Monaco de manière générale, parce que vous allez le voir, tout n'était pas glorieux dans leur match. On parlera également de la fameuse rencontre du dimanche soir de notre Ligue 1, à savoir le, entre guillemets, choc entre le LOSC et le Paris FC. On ira du côté de ce qui était censé être un vrai choc du côté de l'Italie, à savoir le derby de Milan. On fera le point sur la saison exceptionnel de Michael Olise et enfin on clôturera le journal par un RC Lens qui avance discrètement mais avec réussite et qui méritait bien qu'on lui dédie une petite news. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Pogba a réussi son timing de retour en tant que cache-misère du côté de l'AS Monaco. Alors pas cache-misère en termes de jeu, parce qu'honnêtement, il faut pas attendre de Pogba qui révolutionne déjà le jeu monégasque, mais en termes de cache-misère médiatique, parce que Monaco a fait un match qui était exécrable face au Stade Rennais, mais vous savez de quoi on parle autour de cette rencontre? On parle du retour de Pogba, et c'est normal, parce que Pogba c'est une idole française, c'est la star de 2018, c'est un joueur qui a été hyper important pour l'équipe de France, on est tous contents de le voir retourner sur les terrains. Monaco l'a bien compris, axe toute cette communication là-dessus, et du coup on oublie de parler du match des Monégasques qui mérite pourtant bien des commentaires. Voici les compos qui étaient alignés pour ce Stade Rennais Monaco, ça fait donc 4-1 comme ce qu'ils avaient pris face à Lens, et t'avais le retour de Zakaria qui était également très attendu en tant que titulaire parce qu'il avait déjà fait quelques minutes auparavant, et il se prend un carton rouge pour ce retour. Il fait pas un match extrêmement réussi, et franchement c'est une très mauvaise nouvelle pour Monaco parce que Zakaria, plus que Pogba, c'est censé être ton taulier au milieu de terrain, le mec qui est capable de te transformer le match. Et de manière générale, Monaco s'est fait bouffer au milieu de terrain. En face, t'as Camara, en face, t'as Rongier, qui ont été des Rennais particulièrement efficaces. Et puis, ton attaque a été muette, ta défense souffre toujours des mêmes errances. Résultat, Monaco en Ligue 1, ça commence à être larguer, le mot est fort, mais un petit peu distant de ses objectifs au classement général, et on peut commencer à s'inquiéter. Mais voilà, on parle que de Pogba, de son retour. Alors, il a joué 11 minutes, il a touché 18 ballons, une belle petite passe longue quand même, une première impression positive, mais en fait, on va pas tirer des conclusions définitives sur Pogba. Si je vous donne le fond de mon sentiment, c'est « Oh, je suis trop content de le voir retourner sur le terrain », parce que franchement, Pogba, c'est un joueur qui m'a donné tellement d'amour que je suis hyper content de voir qu'il arrive à se sortir un petit peu de la galère, mais en termes de pur football, il n'y a quand même pas grand chose à analyser pour le moment. Il ne faut jamais enterrer Olivier Giroud, on le sait, on l'a dit 1000 fois au cours de sa carrière, Papy nous le rappelle une nouvelle fois, il n'avait pas marqué depuis de nombreuses semaines avec le LOSC, mais voilà, doublé face à ce Paris FC. Alors certes, il y a un but sur penalty, mais il y en a également un dans le jeu, et il a été déterminant dans la victoire de son équipe. Voici les compos qui étaient alignés, et c'est le PFC qui a pourtant ouvert la marque avec un temps fort transformé par Goebbels, et derrière le LOSC va dérouler, mais le score ne se fera qu'en toute fin de match, et finalement, j'ai trouvé que c'était une rencontre assez représentative de la forme des deux équipes. D'un côté, les Lillois, c'est une équipe qui pour moi peut faire beaucoup mieux depuis déjà quelques semaines. Ils ont un effectif de qualité, mais il y a pas mal de changements, il y a pas mal de tâtonnements de la part de Genesio. T'arrives pas forcément à trouver la formule gagnante, et là, tu t'es rendu compte que t'as buté face à un gardien et que t'as trouvé la solution qu'en toute fin de match, et t'aurais même pu avoir un petit accident. Et du côté du Paris FC, c'est une équipe qui est intéressante, qui peut compter sur Kevin Trapp, et ça, c'est peut-être le truc que j'attendais pas forcément. Je me dis même que c'est un match qui peut te laisser à penser qu'il va chambouler la hiérarchie, mais ce qui ressort et ce qui était prévisible, c'est que c'est une équipe qui manque terriblement d'un attaquant. On sait qu'il y a la piste Stassin qui pourrait être réactivée dès ce mercato hivernal, étant donné que les relations avec Saint-Etienne sont compliquées, mais le Paris FC, ils ont terriblement besoin de ça. Si on regarde le classement général de la Ligue 1, le LOSC est assez loin du podium avec 23 points, le Paris FC est dans le ventre mou de la Ligue 1, mais il faut faire attention parce que finalement les places relégables sont pas si loin, donc on espère qu'ils vont être actifs sur le mercato hivernal. Maignan est monstrueux, voilà ce qu'on pouvait retenir du derby de Milan, et je dis même pas ça par chauvinisme, j'attendais énormément cette rencontre parce qu'on sait que le derby de Milan c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. En plus là il y a un vrai enjeu en termes de classement en Serie A, sauf que ça a été un match qui a été un petit peu décevant à mon goût, et je retiens vraiment Mike Maignan. Voici les compos qui étaient alignés, une victoire 1-0 pour Milan du côté de l'Inter avec le gardien français qui arrête un penalty, et franchement c'était un coup dur pour l'Inter parce qu'ils ont dominé toute une partie de la rencontre, mais Maignan a fait un nombre d'arrêts
absolument impressionnant, en plus d'arrêter ce penalty, et ça a vraiment été l'homme qui a changé la rencontre selon moi, parce que sans lui, c'est clair et net qu'avec ne serait-ce qu'un bon gardien et pas un très bon gardien, Milan aurait complètement coulé, mais voilà, ça fait partie de tes grands atouts, et on peut dire que Maignan est en train de signer une saison plus qu'intéressante. C'était également du côté du Milan le retour d'Adrien Rabiot pour parler d'un autre Français, et Rabiot, il a fait un match plein, 90 minutes particulièrement convaincantes, il a été à l'origine de pas mal de bons coups de son équipe, et finalement, depuis qu'il est revenu en Italie, Rabiot, je le trouve particulièrement carré. En face, du côté de l'Inter, vu qu'ils ont dominé, vu qu'ils ont finalement pas remporté ce match à cause d'un Maignan des grands soirs, tu te doutes qu'il y avait également de bonnes choses, un Thuram que j'ai trouvé particulièrement intéressant, Barella au milieu de terrain, mais ça n'a pas suffi, parce que finalement, Milan, ils ont un très très bon gardien, et en plus de ça, quand ils se mettent à défendre et qu'ils ont pas trop d'ambition de contrôler la rencontre, qu'ils assument un bloc bas, qu'ils vont jouer les transitions, eh bien ça fonctionne plutôt bien. Si on regarde le classement de Serie A, le Milan passe devant l'Inter grâce à ça, on a un top 5 extrêmement disputé, autant vous dire que la saison italienne s'annonce très intéressante jusqu'au bout. En France, tout le monde s'en fout du Bayern, donc j'ai l'impression qu'on réalise pas à quel point la saison de Michael Olise est monstrueuse et à quel point le joueur français est en train de mettre absolument tout le monde d'accord. Lors de la dernière rencontre face à Fribourg, il met un doublé et il claque 3 passes décisives. C'est un match qui est historique, on peut d'ores et déjà dire que c'est une des meilleures prestations en Bundesliga de l'année. Excusez-moi du peu, le français est phénoménal. Voici les compos qui étaient alignés pour cette rencontre, et oui, ça fait un gros carton 6-2 pour le Bayern Munich, mais en même temps 5 buts pour Olise. Dans l'implication, vous vous doutez que ça faisait un score total assez élevé. Et ce que j'aime bien avec Michael Olise, c'est que si on peut se toucher sur ses stats absolument phénoménales, c'est un joueur qui apporte beaucoup plus que ça. Au cours de cette rencontre, il touche énormément de ballons, 118, il réussit 92% de ses passes et il remporte la majorité de ses duels et de ses dribbles. Parce que le pourcentage de stats réussis, c'est toujours la même chose. Quand tu as un milieu de terrain qui fait que des passes en retrait, c'est pas difficile d'avoir très peu de déchets. Mais Michael Olise, c'est un joueur qui provoque, c'est un joueur qui ose, c'est un joueur qui fait des différences balle au pied, donc c'est hallucinant de le voir conjuguer ses stats et cette propreté dans le jeu et cette capacité à faire des différences. Depuis le début de saison, il est quasiment au fameux double-double, 10 buts, 10 passes décisives, il lui manque qu'une petite réalisation dans les cages pour ça. C'est un joueur qui en plus a une débauche physique phénoménale, et finalement, quand on regarde les ailiers droits dans le monde, on a Yamal, on a Saka qui sont tous les deux devant, et encore pour Saka on peut discuter, mais juste derrière c'est Michael Olise, donc franchement réalisons la chance qu'on a d'avoir ce joueur de 23 ans disputer des matchs sous les couleurs des Bleus, parce que c'est un phénomène, un crack, n'ayons pas peur des mots. Et si Lens faisait podium cette année, on parle pas trop d'eux, il y a eu la hype Thauvin qui a duré un mois, mais à part ça, tout le monde ignore un petit peu le club nordiste, et pourtant, quand on regarde le classement de Ligue 1, ils sont plus proches de la première que de la 4e place. C'est une équipe que je trouve un peu à l'image de Pierre Sage, c'est-à-dire pro, efficace, mais discrète. Il n'y a pas de problème du côté du RC Lens, on n'a pas besoin de fanfaronner dans toute la France, on est conscient de nos forces, et on arrive à faire de beaux matchs. Et justement, il y en a eu un face à un concurrent direct, à savoir Strasbourg. Voici les compos qui étaient alignés. Une petite victoire 1-0, mais franchement, un milieu solide, une défense efficace. T'as buté contre le gardien adverse, mais t'as jamais paniqué. C'est ce que j'appelle une rencontre qui a été gagnée avec le mérite. Et c'est un peu ce que j'aime bien dans le RC Lens, c'est que t'as pas de superstar. Quand on regarde l'effectif de l'équipe, alors évidemment, t'as du talent, Thauvin qu'on connaît bien, mais là il est pas en grande forme, tu gagnes encore. Beidou qui est ton rock de début de saison, Wesley Saïd et Hudson-Edouard qui sont tes buteurs phares, mais en fait tout est cohérent dans cette équipe. T'as pas un ou deux mecs qui sont complètement au-dessus du lot, qui sont des jeunes cracks que tu vas vendre pour une fortune. Non, c'est une équipe qui a connu des difficultés il y a de ça pas si longtemps, t'as dû repartir un peu en mode reconstruction, et finalement tu fais les choses bien, t'as un entraîneur qui connaît le championnat, t'as un groupe qui semble bien fonctionner ensemble, c'est cohérent tactiquement. Alors je sais pas si Lens va pouvoir viser la Ligue des Champions, va pouvoir viser le podium, va pouvoir viser mieux que ça, mais une chose est sûre, quand bien même tu descendrais un petit peu dans le classement, si t'es Lensois, je pense que t'as de quoi être fier. Donc je le redis, félicitations à Pierre Sage, parce que pour moi c'est le principal artisan du succès qu'on voit actuellement. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, nous ferons un point sur une équipe à l'occasion de la Ligue des Champions. Je vous en dis pas plus, vous verrez de quel club on va parler. Et voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc ça va être une fin de vidéo concise. Je vous souhaite un très bon début de semaine. On se retrouve aux alentours de 17 h comme d'hab. Kiffez bien votre journée, salut!